Ce podcast vous est présenté par Veolia. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Champ des Possibles, un podcast hors série consacré aux défis de l'agriculture face à la transition écologique. Dans cette série, nous explorons comment le secteur agricole s'adapte, innove, se réinvente face aux enjeux climatiques. Et pour ce premier épisode, nous allons faire une analyse terrain détaillée. Où en est le secteur? Quelles sont les avancées? Quels sont les freins? Quel est le ressenti des agriculteurs? Et nous en discutons tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'être entourée de Laurence Bedeau, qui est associée du cabinet ELAB. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Et Paul Lu, vous êtes secrétaire exécutif de l'initiative internationale 4 pour 1000. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Laurence Bedeau, je me tourne vers vous tout d'abord. Vous avez mené avec Veolia une étude approfondie pour évaluer la perception des agriculteurs face à la transition écologique, intitulée Agriculture et transition écologique, les exploitants face au mur climatique. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter le contexte de cette étude? Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à vous pencher sur le sujet? Le mouvement agricole qui a débuté à l'automne 2023 a remis à l'agenda public les difficultés de l'agriculture française. Mais le traitement qui en a été fait a produit une image, c'est la question qu'on se posait, mais on se disait peut-être un peu simpliste, d'une opposition, Mhm. d'un conflit irréductible entre agriculture, d'une part, écologie, d'autre part. C'est ce qui a motivé cette démarche d'interroger un échantillon qui soit représentatif du monde agricole dans toute sa diversité. Quand je parle de diversité, ce sont bien entendu des sujets de génération, mais aussi de régions d'exploitation, puisqu'on sait qu'en termes de conséquences du dérèglement climatique, toutes les régions ne vivent pas exactement les Oui. mêmes réalités, mais aussi en termes de filières. C'était très important pour nous d'avoir les petites et les grandes cultures, l'élevage, la viticulture, l'horticulture, qui là aussi ne sont pas soumis d'abord aux mêmes normes, mais pas soumis non plus aux mêmes contraintes liées à ce dérèglement climatique. Oui, c'est ça qui est important dans cette étude, c'est qu'elle embrasse vraiment toute la diversité des Absolument. agriculteurs. Paul Lu, est-ce que, tout d'abord, avant de parler de l'initiative 4 pour 1000, vous pouvez nous dire quel est le ressenti terrain que vous avez quand vous discutez avec les agriculteurs? Est-ce que vous constatez une fragilisation de leurs exploitations face au dérèglement climatique? Oui, et puis tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir fait cette enquête parce que c'est vrai qu'elle apporte un éclairage un peu différent de tout ce qu'on peut voir à travers la presse, qu'elle soit régionale ou nationale, ou même internationale. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans notre société, les agriculteurs qui sont vraiment au premier rang de tout ce qui se passe au niveau des changements climatiques sont conscients au même niveau que la société elle-même dans son ensemble de ces changements climatiques auxquels ils font face et sur la nécessité vraiment d'y répondre. Moi, j'ai été vraiment frappé par ça. J'ai été frappé aussi dans l'étude et puis aussi dans les sujets qu'on aborde avec des agriculteurs, c'est qu'en fait, ces agriculteurs, ils sont en détresse, on le sent bien. Le fait que 80% d'entre eux soient incapables de se verser un salaire, soit de se verser un salaire à travers leur activité de tous les jours. Et on ne parle pas de 35 heures, on parle d'un nombre d'heures très important, de se verser un salaire qui n'est pas suffisant pour vivre convenablement. 80%, quelle est la profession qui peut supporter une chose pareille? Donc là, on sent vraiment de la détresse et ce mur climatique, comme c'est mentionné dans l'étude, est vraiment en train d'arriver sur eux, en plus de tous les autres problèmes qu'ils rencontrent. Et on pourra y revenir, mais la notion des prix, du juste prix, de l'impact sur la nature, qu'ils sont les premiers à déplorer, parce qu'eux, ils veulent vivre avec la nature. Bon, je crois qu'il faut vraiment qu'on les appuie et on entende tout ce qui est dit à travers notamment cette enquête. Oui, Laurence Bedeau, comment est-ce que vous voyez la chose à travers les chiffres de cette enquête? Est-ce que aussi concrètement, on voit que leurs exploitations sont fragilisées par le dérèglement climatique? Oui, et elles le sont déjà, c'est-à-dire qu'on est même plus au stade du mur qui arrive, il est déjà là. 3 exploitants sur 4 aujourd'hui nous disent que leur exploitation est déjà fragilisée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, des récoltes qui sont détruites par la grêle, par les pluies torrentielles, des récoltes qui n'ont même pas lieu parce que la sécheresse a été telle qu'absolument rien, n'a poussé. C'était hier exceptionnel,
et on en parlait à cette époque comme de phénomènes exceptionnels. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est monnaie courante. Et là encore, je reviens sur la diversité de ce monde agricole. Ces conséquences du dérèglement climatique, elles ne choisissent pas leurs victimes. Mmh. Et aujourd'hui, que l'on parle des petites ou des grandes cultures, que l'on parle des éleveurs, que l'on parle de la viticulture dans certaines régions particulièrement touchées, tous les exploitants de France sont face à ces difficultés. Et des difficultés qui aggravent, parce que tout ne vient pas du dérèglement climatique, qui aggravent la détresse dont on parlait à l'instant, qui est elle-même un frein pour faire la transition écologique. C'est ça, Je ça a sais des qu'on y conséquences reviendra. économiques, directes. Absolument. Mais on est à un tel stade aujourd'hui qu'on s'est totalement éloigné de ces débats qui étaient très liés à se demander si les agriculteurs étaient pour ou contre l'écologie, la transition écologique, l'agroécologie, quel que soit le terme qu'on a envie d'employer aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui 2 tiers des exploitants qui considèrent que adapter leur exploitation aux conditions climatiques qui changent est un enjeu vital. Je dis bien vital, c'est-à-dire c'est un mot qu'ils utilisent eux-mêmes. On est donc en train de parler d'une menace existentielle. Ce n'est plus une question de croyance, d'adhésion aux conclusions du rapport du GIEC, d'opinion, qu'elle soit politique ou autre. Il s'agit bien d'une expérience et de métiers qui, aujourd'hui, d'abord sont indispensables à notre pays, à ses habitants, et de métiers qui sont mis en danger par le dérèglement climatique, que l'on croit ou non d'ailleurs aux origines humaines du dérèglement en question. Ça n'est en fait plus le débat. Le dérèglement est là, les conséquences sont extrêmement lourdes, mais à tel point, c'est le dernier chiffre là que je citerai, mais vous avez presque 7 exploitants sur 10 qui pensent que la perte de rendement qui aujourd'hui est provoquée par le dérèglement climatique et les pollutions vont être plus importants que les investissements nécessaires pour faire la transition écologique dans l'agriculture. Donc on voit que c'est des conséquences qui sont économiques, mais pourquoi est-ce que ça semble si difficile justement, cette transition si elle est vitale? Alors, c'est là où je reviens à la question de la détresse. Elle est si difficile parce que, pour faire cette transition, il faut effectivement, sur bon nombre de solutions qui existent aujourd'hui, pouvoir faire quelques investissements. Mmh. Par définition, un investissement, ça demande un peu de temps pour obtenir un retour sur investissement et puis ça demande, de façon très concrète, la capacité De d'investissement. faire cet Et investissement. là, je vais reprendre ce chiffre de 80 des exploitants qui vivent difficilement, on va dire c'est un euphémisme, de leur exploitation. On a en 2024 35 d'entre eux qui ne se dégagent pas de salaire. Donc on n'est même plus à se demander s'ils peuvent vivre dignement ou pas, ils survivent. Mmh. Le fait de ne pas disposer de cette possibilité d'investissement les prend en étau entre 2 menaces existentielles. La menace économique, celle de la rentabilité, et la menace climatique, la menace également des pollutions. Vous avez aujourd'hui la plupart des agriculteurs qui nous expliquent en fait qu'ils ont une rentabilité qui est hors de leur contrôle. C'est aussi ça la grande difficulté. Hors de leur contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont tout simplement pas la main, les marges de manœuvre, pour avoir un impact direct par les décisions qu'ils prennent, les choix qu'ils font pour leur exploitation, pour améliorer leur rentabilité. Parce qu'ils dépendent de la fluctuation des cours des matières premières, de l'importation de produits étrangers qui ne sont pas soumis au même cahier des charges sanitaires ou environnementales ou sociales, qu'ils dépendent du prix de vente qu'ils ne fixent pas eux-mêmes et qu'ils dépendent de la dépendance d'aide. Sur tous ces sujets, vous avez entre 2 tiers et 85 des agriculteurs qui nous disent aujourd'hui que leur rentabilité en dépend. C'est pour ça qu'on dit hors de contrôle et que la capacité d'investissement, du coup, elle n'existe pas. Et vous avez des agriculteurs qui nous disent aujourd'hui, encore une fois dans toute leur diversité, être dans l'impasse. Ils identifient très spontanément les leviers d'action Mmh. pour réduire l'impact environnemental de leur exploitation et l'adapter aux conséquences du dérèglement climatique. On parle évidemment de la question de l'eau, d'en réduire la consommation et de passer, par exemple, à la réutilisation des eaux usées. On parle de la qualité des sols, bien entendu, la question de la réduction des phytos et d'un substitut qui serait les fertilisants organiques. Mais vous avez en moyenne 2 tiers qui nous disent « je ne vois pas comment, d'un côté, réduire C'est ça, faire cette et transition. de l'autre, maintenir mon rendement quand il est déjà, je le redis pour 35 d'entre eux, insuffisant pour qu'ils se dégagent un salaire. » Paulus, est-ce que vous constatez aussi de vos retours terrain? Est-ce que vous constatez qu'il y a des exploitations qui arrivent à faire, cette transition et si oui, comment?
Alors on pourra venir sur les solutions. Effectivement, il y a les exploitations agricoles qui arrivent à conduire cette évolution, des fois je mets un R devant, révolution, agroécologique. Et en général, soit ils le font parce qu'ils sont conscients qu'il faut avancer et ils cherchent des solutions par eux-mêmes adaptées à leurs conditions agropédoclimatiques, soit ils vont chercher des conseils avec leurs pairs la plupart du temps, bien plus souvent que des techniciens qui leur sont proposés par les pouvoirs publics ou par les privés. Et là, on pourra revenir là-dessus aussi, sur cet accompagnement technique de cette évolution, parce qu'il est extrêmement important. J'ai tendance à dire en général que la révolution verte qui a conduit à l'agriculture conventionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui à 90-95%, elle est liée à des connaissances scientifiques, plus à d'autres raisons un peu moins glorieuses, qui ont notamment l'utilisation des produits phytosanitaires qui est dérivée, on le sait, des produits qui étaient utilisés pendant la guerre. On en parle beaucoup en ce moment, c'est tout à fait d'actualité. On a retrouvé un usage pour ces produits. Et en fait, tout ceci a défini ce que j'appelle un livre de recettes à une page. C'est-à-dire qu'on a une solution qui satisfait quasiment à tous les besoins. On a un problème de sol, on va mettre des engrais minéraux, on a des semences améliorées, on a de la mécanisation, on a des produits phytosanitaires lorsqu'on veut parler de santé des végétaux. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais en fait, on l'utilise beaucoup. Et globalement, on a des packages qui s'adressent à tel ou tel agriculteur, quelle que soit la production. Bon, aujourd'hui, on se trouve dans une situation un peu différente. On s'aperçoit que, ce faisant, l'agriculture conventionnelle, qu'on a bon ton de critiquer, mais il ne faut pas oublier qu'elle a conduit à une production alimentaire suffisante pour nourrir. Bon, je ne fais pas abstraction des 800 millions de personnes qui ont du mal à se nourrir dans le monde, hein, je ne les oublie pas, mais globalement, par rapport à 8 milliards d'êtres humains sur la planète, on a réussi à peu près à nourrir ces êtres humains. Bon, maintenant, on s'aperçoit que, comme on dit dans le jargon technocratique, il y a des externalités négatives. Bon, il faut éliminer ces externalités négatives ou les mauvais côtés. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est changer la façon dont on fait de l'agriculture. Bon, donc il faut faire une évolution. Et pour cela, il faut qu'on retourne à quelque chose de beaucoup plus adapté localement aux conditions du terrain. Et pour ce faire, si on veut vraiment changer les choses en profondeur, il faut travailler avec des gens qui vont connaître l'agriculteur, qui vont travailler avec lui. Et c'est pour ça que les agriculteurs eux-mêmes se connaissent bien et ils savent vers quoi ils peuvent aller ou ce vers quoi ils ne peuvent pas aller. Donc, on change de modèle et dans ce cas, on a besoin d'un livre de recettes à 1000 pages et pas à une page. Et le problème, il est là. C'est comment on passe de l'un à l'autre, qui le fournit. Aujourd'hui, la science, je ne dis pas qu'elle est démunie, elle a des outils, il y a des innovations, on en reparlera, mais elle a besoin de se reposer un moment et de revenir à des fondamentaux. Un des points fondamentaux sur lesquels il faut insister, les points fondamentaux, pardon, si on perd mon français, c'est que, en fait, on a oublié que tout partait en agriculture du sol. Si on veut arriver à faire des végétaux en utilisant le magnifique mécanisme de la photosynthèse qui consiste à capter du CO2, donc du carbone de l'atmosphère, là où il y en a trop maintenant, pour le mettre dans les plantes et dans le sol, eh bien, il faut avoir des sols vivants. Or, pendant trop longtemps, on a considéré nos sols comme des substrats inertes sur lesquels il suffisait de mettre des engrais minéraux et de l'eau et que tout allait pousser. Bon, maintenant, on s'aperçoit que c'est plus vrai. Et on a atteint depuis déjà un certain nombre d'années un palier au niveau des rendements qui, si tout était resté constant à l'extérieur, j'allais dire, d'une exploitation, on serait sur ce palier et on y resterait. Sauf que, comme on l'a dit précédemment, le contexte global, notamment de changement climatique, a fait que on n'est plus en conditions stables. Et ce qui était effectivement l'exception auparavant devient aujourd'hui la norme. Avant, on disait bon an, mal an. Bon, mais aujourd'hui, c'est pas bon an, mal an, c'est mal an, mal an. C'est chaque année est mauvaise. Et c'est de pire en pire, d'après certaines filières. Donc, voilà, c'est sur ce sol qu'il faut travailler. Et lorsque vous le souhaiterez, je pourrais développer ce qu'est l'initiative 4 pour 1000 par rapport à ça. Oui, voilà, on va juste après passer vraiment à toutes ces solutions qui existent, parce qu'il en existe des solutions. Mais pour terminer sur les freins, c'est vrai qu'on parle souvent aussi des normes qui sont une transition un frein à la transition écologique. Qu'est-ce qui leur en sort du sondage? C'est vrai qu'on entend souvent que les agriculteurs pourraient être contre ces normes, mais
comme vous l'avez dit, tout à l'heure, il y a des réductions, c'est assez réducteur tous le langage, le discours qu'on entend. Qu'est-ce qu'ils en disent, dans cette, étude? Bah, au risque de vous surprendre, vous avez aujourd'hui 75 des agriculteurs, qui trouvent que les normes, elles sont bien utiles. Parce que, les normes, si on revient à la base, elles sont faites initialement pour protéger le consommateur, protéger le milieu naturel, qui est une matière vivante dont ils dépendent. Donc il y a pas d'indifférence ou bien loin de là. Mais aussi pour protéger l'agriculteur, lui-même. Mmh. Donc le principe en tant que tel de la norme n'est absolument pas décrié par l'agriculteur, bien au contraire. Là où les choses se compliquent considérablement, c'est on considère si la norme est adaptée. Alors adaptée à plusieurs choses, mais la première, c'est à la réalité du métier, au concret, à la vraie vie en fait d'un agriculteur. Et là, effectivement, vous retrouvez 2 tiers des agriculteurs qui estiment qu'elles ne le sont pas adaptées. Pourquoi? Parce qu'elles se contredisent entre elles, que 2 normes peuvent vous contraindre à faire des choses qui sont interdites par, l'autre norme. Ça complique, forcément, les choses. Mais aussi parce que beaucoup nous le disent, ils ont le sentiment quand ils doivent la traduire en actes, en décisions ou en interdits, Mmh. parfois, eh bien, ils ont ce sentiment que c'est une écologie administrative, illogique et parfois idéologique. Ce ne sont pas mes mots, hein, ce sont, les mots des agriculteurs. C'est, comme si, nous disent-ils, ces normes avaient été, pensées par des personnes qui n'avaient jamais absolument, justement, foulé cette terre qui aujourd'hui, produit, ce dont nous nous nourrissons. C'est là qu'effectivement, il y a une opposition forte, mais j'insiste encore une fois, ça n'est pas contre le principe de la norme, c'est contre les normes telles qu'elles sont aujourd'hui pensées et en partie inadaptées à la réalité du métier et nous disent-ils même bien souvent du climat. C'est ça. Parce que parfois elles peuvent être, inadaptées, et ne permettent pas l'application de certaines solutions dont on dispose. Est-ce que justement vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur, la solution 4 pour 1000 qui pourrait, sembler être, un bel axe de travail? Alors, la solution, est-ce que c'est la solution? Disons que c'est une partie de la solution. Je voudrais revenir sur cette histoire de normes aussi, 2 minutes aussi. Heu, Premièrement, il y a effectivement l'inadaptation des normes. Deuxièmement, il y a le nombre de normes. Mmh. Parce qu'elles peuvent se contredire, mais s'il n'y en avait pas trop, on pourrait s'en sortir. Troisièmement, il y a le fait que lorsqu'on joue à un jeu, tout le monde joue et respecte les règles du jeu. Or, aujourd'hui, on demande à nos agriculteurs européens, et même encore plus français, parce qu'en général, la France surjoue la partition européenne de ce côté-là, on leur demande de respecter des normes, mais ils sont en compétition avec des gens qui ne les respectent pas puisqu'ils n'ont pas les mêmes normes. Donc du coup, eux trouvent ça fondamentalement injuste, et on peut les comprendre. Si tout le monde jouait avec les mêmes règles, il n'y aurait pas de souci. On pourrait très bien vivre, et à ce moment-là, il y aurait une vraie concurrence. Bon. Alors, au-delà de cette question de normes, qui effectivement a focalisé un peu, disons, les ressentis, l'énergie, la protestation Mmh. globale du monde agricole, et pas seulement, d'ailleurs, je pense que tous les concitoyens sont d'accord avec cette idée qu'il y a trop de normes, de toute façon, en France. On en vient maintenant à ce qui est proposé par l'initiative 4 pour 1000. En fait, le nom est un petit peu curieux. Pourquoi 4 pour 1000? Je dis souvent que ça fait penser à un produit laitier à taux, À taux réduit? taux réduit de matière grasse. Ben, c'est pas seulement ça. Non, c'est plus sérieusement, c'est un calcul qui est un calcul scientifique, qui partait du fait que dans l'atmosphère, il y avait 2 à 3 fois moins de carbone que dans les sols. Heureusement, parce que sinon on serait plus là pour le dire. Et les scientifiques ont dit, mais étant donné qu'on relâche dans l'atmosphère, dû aux activités humaines, chaque année, des quantités non négligeables de carbone, en général on parle de 4 à 5 gigatonnes de carbone chaque année, par quelle quantité faudrait-il augmenter les quantités de carbone dans le sol pour pouvoir compenser, théoriquement, hein, c'est vraiment un calcul très théorique, tout ce qu'on a relargué la même année dans l'atmosphère. Et là, le calcul conduit à 0,4%, qui correspond à 4 pour 1000. C'est-à-dire que si on arrivait à augmenter chaque année de 0,4% la quantité de carbone dans les sols de la planète, on compenserait théoriquement le flux net de ce qu'on relâche dans l'atmosphère. Bon. D'où l'idée de dire, si finalement on utilisait mieux nos sols pour
stocker ce carbone en équivalent de ce qu'on a relargué dans l'atmosphère, eh bien, on aurait moins d'influence sur le climat. Idéalement, on n'en aurait plus, mais sauf que ça ne s'est pas stabilisé. Malheureusement, ça continue. La machine s'est un petit peu emballée. Donc, qu'est-ce qui est proposé par le 4 pour 1000 concrètement? C'est de promouvoir la séquestration du carbone dans les sols par des pratiques agricoles appropriées pour lutter contre le changement climatique et également améliorer la production pour avoir une meilleure sécurité alimentaire. Sécurité dans le sens avoir assez à manger. Parce que stocker le carbone dans les sols, ça permettrait aussi, c'est quelque chose aussi de bénéfique pour l'agriculture. Alors, ça serait gagnant-gagnant, comme disent nos amis anglo-saxons, puisqu'en fait, on sait que quand on augmente les quantités de carbone dans le sol à travers la matière organique, on va avoir des sols qui seront plus fertiles, on va avoir des sols qui auront une meilleure structure, et quand on dit meilleure structure, ça va leur permettre notamment de résister à l'érosion, éolienne, hydrique, ça va leur permettre aussi de jouer le rôle un peu d'éponge et de faire en sorte qu'ils vont pouvoir stocker de l'eau lorsqu'il pleut beaucoup pour la rendre disponible aux végétaux lorsqu'elle en a besoin en conditions de stress hydrique. Et finalement, on s'aperçoit que toutes ces conditions-là pourraient aider grandement les agriculteurs à s'adapter au changement climatique qui, c'est un constat, a déjà commencé. Donc, finalement, on fait d'une pierre plusieurs coups, et du coup, on va pouvoir avoir des sols plus résilients, avoir une agriculture plus résiliente, augmenter la santé des sols et pas la qualité. La qualité, elle est intrinsèque au sol. Mais on va augmenter sa santé, qui va permettre donc à l'agriculteur de mieux vivre de sa production. Finalement, tout le monde serait gagnant dans cette histoire. Et vous avez aussi écrit le livre « Les agriculteurs ont la terre entre leurs mains », édition La Butineuse. Et donc, dans ce livre, vous affirmez que l'agriculture fait partie de la solution. Est-ce que ça fait partie de ces exemples ou comment ça se traduit concrètement sur le terrain? L'aspect de l'agriculture fait partie de la solution. Alors ça, c'est une grande, j'allais dire, découverte et promotion de l'initiative 4 pour 1000. Il y a 10 ans, lorsque l'initiative est née, quand on parlait d'agriculture, on disait l'agriculture, c'est la cause du changement climatique, entre autres. Parce que l'agriculture, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a des secteurs qui n'émettent que du CO2, mais l'agriculture émet du CO2, du méthane, avec les animaux, avec le riz. On oublie souvent que le riz produit du méthane. Donc quand on dit arrêter de manger de la viande, non, c'est pas une bonne solution. On peut manger un petit peu moins de viande, certes, mais il faudrait arrêter de manger du riz. On ne va pas demander à nos amis asiatiques d'arrêter de manger du riz. Bon, soyez raisonnables. Et puis il y a aussi le N2O, le protoxyde d'azote, qui est dû aux engrais azotés. Donc 3 formes finalement de gaz à effet de serre produits par la seule agriculture. 25%, un quart des émissions totales. Bon, donc ça, c'est la partie du problème. Mais si vous prenez ce que propose le 4 pour 1000 et que vous arrivez chaque année à stocker autant de carbone que ce que vous en émettez dans l'atmosphère, déjà, vous pourriez stabiliser. Mais si vous allez plus loin, vous allez pouvoir recapturer du carbone que vous avez largué dans l'atmosphère, et donc vous allez peut-être atténuer le changement climatique. Donc là, il n'est plus seulement question de s'adapter au changement climatique, mais de limiter ses effets dans le temps. Et comme on a tous besoin de manger au moins 2 fois par jour, ça permettrait de remplir des objectifs de production et de remplir des objectifs environnementaux. Et ça, l'agriculture est le seul secteur agricole, seul secteur économique à pouvoir le faire. On ne peut pas demander aux autres secteurs de faire ça. Et comment est-ce qu'on pourrait mieux accompagner dans cette... Alors ça c'est la vraie question, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un livre de recettes à 1000 pages, c'est-à-dire qu'il faut des techniciens qui soient suffisamment souples, qui connaissent suffisamment bien les milieux. Alors, je fais confiance aux techniciens, ils les connaissent, les milieux. Le tout, c'est de trouver les nouvelles techniques qui vont permettre d'aller dans la bonne direction. Et là, on parle d'agroécologie, et c'est pas un gros mot, mais l'agroécologie, c'est quoi? C'est simplement utiliser la façon dont fonctionnent les milieux naturels, l'écologie, pour redesigner, si je peux m'exprimer ainsi, nos agrosystèmes. Faire en sorte qu'on ait la connaissance de la façon dont fonctionne la nature pour pratiquer les mêmes choses au niveau de l'agriculture. Et avec ça, on peut faire des choses extraordinaires. On parle d'agriculture de conservation des sols, qui simplement, en ne laissant jamais les sols nus, en ne pratiquant plus le labour, ou vraiment très faiblement, et en pratiquant des rotations culturelles sur plusieurs années, ce qu'on a un petit peu oublié dans certaines régions, eh bien avec la conjonction de ces 3 pratiques, on peut arriver à régénérer les sols.
Et pour autant, ces agriculteurs-là peuvent utiliser des engrais minéraux pour rebooster leur biomasse s'ils en ont besoin. Ils peuvent utiliser du glyphosate s'ils en ont besoin pour détruire leurs couverts végétaux, sans que ça ne pollue le milieu qui se trouve en dessous. Et il y a des preuves scientifiques qui montrent que on a plus de vie dans des sols menés en agriculture de conservation que dans certains sols menés en agriculture biologique. Ce qui est quand même étonnant. Moi, je ne fais que constater, je ne suis pas là pour juger. Donc, ce sont des pistes extrêmement encourageantes pour l'avenir. Laurence Bedeau, est-ce que les agriculteurs ont conscience qu'ils sont acteurs, qu'ils peuvent être acteurs de ce changement? Comment est-ce qu'ils voient, leur propre métier eux-mêmes? Bah, je pense qu'au-delà de la conscience, effectivement, qu'ils peuvent être acteurs de ce changement, ils ressentent la nécessité de l'être. Parce que c'est leur outil de travail qui est d'un métier passion, on ne devient pas agriculteur totalement par hasard, qui est en train de disparaître ou de s'appauvrir. Mais je voudrais revenir un instant sur la question des freins, parce que on a beaucoup parlé des normes, on a parlé aussi de la capacité d'investissement qui était pas toujours disponible. Mais je crois qu'il y a aussi un sujet qu'il faut pas sous-estimer et qui pourrait peut-être être celui le plus simple à régler face à la complexité des difficultés qui se présentent. C'est une sorte de malentendu aussi entre les agriculteurs et leurs consommateurs finaux, vous, moi. Il y a la crainte en adoptant un certain nombre de solutions, comme par exemple les fertilisants organiques ou la réutilisation des eaux usées, notamment pour ceux qui dépendent beaucoup de l'irrigation, que le consommateur rejette les produits qui auraient été cultivés avec des fertilisants organiques ou des eaux usées traitées, par crainte de cet effet Burke. Il a été très documenté, mais pas besoin d'être scientifique pour comprendre à quoi on fait allusion. Or, je pense que c'est important que consommateurs et agriculteurs puissent vraiment dialoguer sur ce sujet, parce que cet effet Burke, il a quasiment disparu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, Paul le disait en introduction, les agriculteurs comme les Français sont face au mur. Les Français font l'expérience du manque d'eau, et pas seulement l'été aujourd'hui. Et le manque d'eau, on parle beaucoup des conflits d'usage, mais très concrètement, c'est aujourd'hui le risque aussi de perdre son emploi quand il dépend de l'eau, c'est le risque de devoir renoncer à une façon de vivre là où on a grandi. Donc les conséquences, elles sont absolument colossales. Et cette compréhension, cette expérience des conséquences a fait bouger les lignes. Donc il n'y a plus d'effet Burke sur l'idée de manger un fruit ou manger un légume qui aurait été cultivé avec des eaux usées traitées, par exemple, ou qui serait issu d'une terre dans laquelle on aurait mis des fertilisants organiques. Et c'est essentiel parce qu'il y a déjà tellement de difficultés objectives à lever que craindre que le consommateur n'achète pas au final pour des raisons comme celle-ci alors qu'elles ont disparu, c'est quand même dommage. Tout à fait. Bien, merci beaucoup Laurence Bedeau. Je rappelle que vous êtes associée du cabinet ELAB et merci Paul Lu, secrétaire exécutif de l'initiative internationale 4 pour 1000. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier épisode du Champ des possibles. Et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. Ce podcast vous a été présenté par Veolia.